service à la population. Par décret du président de la République française, la mobilisation des armées de terre et de mer est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures et harnais nécessaires au complément de ces armées. Le premier jour de la mobilisation est le dimanche 2 août 1914. Cette mort de masse, effectivement, aujourd'hui, avec un siècle de retard, nous paraît totalement incompréhensible. Je vais commencer par de froides statistiques, parce que l'historien doit se distancier, effectivement. 1914, 1969 morts par jour dans l'armée française. 1915, 956. 1916, 691 morts par jour. 1917, 448 morts par jour. Et 1918, 786 morts par jour. Je pourrais m'arrêter là. Nous venons de toucher du doigt la principale caractéristique de cette grande guerre, qui est la mort de masse continue sur 4 ans et demi. 1,5 million de morts en 4 années. Souvenons-nous, ici même, il y a 100 ans, le 12 septembre 1914, 120 valeureux soldats français de la 10e compagnie du 39e Héry tombèrent sous le feu de l'ennemi en voulant libérer le village. 40 de ces héros reposent au pied de ce monument et, près d'eux, la tombe de leur jeune sous-lieutenant, Louis Dumoutier, qui commandait la section lors de l'attaque. Les autres soldats sont au cimetière militaire de Cormicy. Nous sommes ici sur une terre de recueillement. 14 391 soldats reposent ici pour que nous nous souvenions, pour que nous nous recueillions, pour permettre aux familles de continuer à saluer l'engagement de leurs aïeux pour la liberté, pour notre République. Souvenons-nous, n'oublions pas le sacrifice de ces soldats. Cette nécropole nationale de la Maison Bleue est une nécropole de rassemblement. Le 16 avril 1917, à 6 heures du matin, l'offensive décidée par le général Nivelle doit tout emporter sur son passage. Plus d'1 millier de poilus a été rassemblé sur un front d'une trentaine de kilomètres. La victoire semble assurée. À l'Oivre, occupé par les Allemands depuis le début de la guerre, les troupes des 133e et 363e régiments d'infanterie parviennent à chasser les Allemands hors du village et les poussent de l'autre côté du canal au prix de violents et sanglants combats. Ce sera tout. Les Allemands y resteront jusqu'en 1918. Ce fut l'un des seuls succès notables de l'offensive Nivelle, devenue tout de suite objet de propagande. Car de part et d'autre du front, dès 14 heures ce 16 avril, on sait que le plan Nivelle n'a pas fonctionné, entraînant la mort de milliers d'hommes et des dizaines de milliers vont encore périr, car Nivelle va persévérer.
Dans ce cimetière militaire où reposent 4312 soldats morts lors des combats meurtriers de la Grande Guerre. Je viens régulièrement me recueillir dans ce lieu paisible et me pose un long moment devant ce monument. Par ma voix, ce monument mort témoigne de l'histoire silencieuse, sonore et se réjouit de votre présence. Il ne s'agit pas aujourd'hui de juger et encore moins de rejuger. Il s'agit de se souvenir de tous ces hommes qui ont consenti des sacrifices et des souffrances inhumaines supportées dans les tranchées sous l'enfer des bombardements continuels d'artillerie. Ils méritent notre reconnaissance. Ce monument est là pour rappeler que cette paix si fragile est sans cesse à construire. À nous de continuer nos rencontres auprès des jeunes générations et de transmettre ce message de paix et d'unité. Mesdames, Messieurs, je vous invite à observer une minute de silence à la mémoire de tous ces soldats russes qui ont perdu la vie il y a 100 ans à 3000 km de chez eux pour rendre la nôtre libre. Ayons une pensée également en présence de nos amis de Saint-Pétersbourg pour les récentes victimes de la barbarie du terrorisme. Hymnes nationaux. Mesdames et messieurs et chers enfants ici présents, c'est à moi que revient l'honneur de vous accueillir et je dois vous dire combien je suis émue et touchée. Ces 3 jours de commémoration, nous les avions souhaités au niveau de la commune parce qu'il était important pour nous de reconnaître le sacrifice des soldats russes pendant la Première Guerre mondiale. C'est un événement qui a été peu diffusé, en fait c'est très discret, on a pratiquement oublié qu'ils étaient venus de si loin, qu'ils avaient quitté leur famille, leurs enfants, qu'ils étaient venus se battre ici pour souvent y laisser leur vie. Alors merci à tous du fond du cœur de faire renaître et de faire connaître ce qui s'est passé sur Courcy en cette date officielle il y a exactement 100 ans. Госпожа мэр, господин посол, господин генерал, дамы и господа,
Madame le maire, monsieur l'ambassadeur, monsieur le général, mesdames, messieurs. Рад приветствовать вас на юбилейных мероприятиях, посвященных столетию освобождения коммуны Курси. Chers amis, je suis ravi de saluer vous tous qui sont présents aux événements jubilaires dédiés au 100e anniversaire de la libération de la commune de Курси. Одной из своих главных задач Российское военно-историческое общество считает сохранение памяти о героических событиях прошлого. К сожалению, сегодня не все знают о подвиге русских солдат во Франции, ставшем символом боевого братства в тяжелые годы Первой мировой войны. La société russe de l'histoire militaire considère comme un de ses objectifs principaux la sauvegarde de la mémoire des événements héroïques du passé. Il y a 100 ans, il a été libéré par les soldats et les officiers du corps expéditionnaire russe qui est venu en France pour se battre contre l'ennemi commun. Alors, ce nom depuis est connu dans toute la Russie. Il y a 2 ans, au moment de l'inauguration de ce beau monument, on a, avec Martine, donné un serment de nous retrouver tous les ans à cette date à Koursy pour commémorer cette victoire. Et nous sommes fidèles à ce serment. La bataille de Koursy a eu lieu le 16 avril 1917, quelques semaines après la révolution du mois de février en Saint-Pétersbourg. Vous avez vu apparaître à travers les nuages des rayons du soleil. C'est sans doute le soleil d'Austerlitz parce que nous sommes là pour fêter une victoire. Une victoire dans un grand désastre de l'offensive du général Nivelle qui s'est tourné, hélas, en une boucherie. Mais néanmoins, la victoire de Koursy a permis aux habitants de cette commune à rester libres jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale grâce aux sacrifices qui ont été faits par les soldats et les officiers russes. Nous allons maintenant reconstituer la photo vivante du modèle qui a guidé M. Taratinov dans la conception de cette belle statue. Un soldat russe qui offre à une petite fille un ours en peluche. L'ours Mishka étant la mascotte du corps expéditionnaire russe. La commune de Koursy vous remercie tous pour votre présence et vous donne rendez-vous cet après-midi à 14h30, salle polyvalente, pour la représentation d'un groupe de folklore traditionnel russe et un concert à 17h à l'église de Koursy de Tutti Canti pour l'interprétation d'une œuvre écrite en l'honneur des soldats de la Première Guerre. Merci à vous. Qui meurt quand et où? Quand, on l'a déjà vu. Qui? Eh bien, essentiellement de très jeunes hommes. Ce sont les classes 12 et 13, c'est-à-dire des hommes qui avaient 20 ans en 1912 ou 20 ans en 1913, qui sont les plus frappés. Ce sont donc des hommes dans la fleur de l'âge. Ce sont des hommes qui ne feront pas d'enfants. Et vous comprenez la tragédie démographique de la Grande Guerre, les conséquences de la Grande Guerre en France. Il va y avoir ce que les démographes appellent un manque à naître terrible, durant les années 20, durant les années 30. Ce sont de très jeunes hommes, ce sont des ruraux qui meurent en majorité. Ce sont les régions du Grand Ouest, les régions militaires du Grand Ouest, allant de Rouen, si vous voulez, jusqu'à la 12e région militaire de Limoges, qui meurent plus que les autres. Pourquoi? Y a-t-il un dessein machiavélique des généraux pour tuer des paysans? Non, bien entendu, pas du tout. C'est pas ça. Le problème, c'est que nos ruraux de l'époque sont effectivement peu spécialisés, maîtrisent des savoirs techniques assez modestement, et donc on va les verser systématiquement dans des régiments d'infanterie. 70% des morts de la Grande Guerre et des blessés de la Grande Guerre sont tués par l'artillerie ennemie, par des éclats d'obus. C'est-à-dire qu'ils subissent le feu.
Donc ici, cette messe des morts prend encore plus de sens. Et encore plus de sens parce que Jonchery-sur-Vesle est le siège de l'état-major de la 5e armée. Donc c'est ici à Jonchery que se décide un certain nombre de choses. C'est ici à Jonchery que le président de la République, Poincaré, vient de nombreuses fois, notamment pour planifier l'offensive du chemin des Dames. Le château de la Jonquière abrita effectivement de septembre 14 à mai 18 le quartier général de la 5e armée française, commandé par le général Franchet d'Espéré. Le parc du château fut le lieu de nombreuses prises d'armes. Il est des exploits qui s'immortalisent parce qu'ils marquent une grande date dans l'histoire de l'héroïsme des hommes. Le 5 octobre 1914, dans le ciel au-dessus de Jonchery-sur-Vesle, à bord de leur avion, un biplan voisin G3, les aviateurs français Franz et Queneau interceptent un avion allemand. Queneau, le mitrailleur, fait feu. Touché, l'appareil allemand s'écrase et les deux aviateurs périssent carbonisés. Les corps du lieutenant Fritz von Songen, 31 ans, et du sous-officier Wilhelm Schichting, 21 ans, reposent pour toujours dans une fosse commune du cimetière allemand de l'Oivre. Ce sont les premières victimes du premier combat aérien du monde. L'ère de la chasse aérienne venait d'entrer dans l'histoire, auréolée d'une victoire française. C'est aussi à Jonchery-sur-Vesle, quelques mois plus tard, le 1er mars 1915, le commandant Charles de Rose, aux côtés du général Franchet d'Espéré, crée la première escadrille de chasse française, la fameuse MS-12 sur Morane-Saunier. Un an après, le 11 mai 1916, le commandant de Rose se tue à bord de son avion lors d'une démonstration en vol près de Soissons. À environ 100 mètres du sol, en plein vol, il coupe le moteur pour virer, mais celui-ci refuse de repartir. L'avion s'écrase aussitôt et le commandant est tué sur le coup. Ainsi disparaît le créateur de l'aviation de chasse française. Ses obsèques eurent lieu le 13 mai 1916, ici même dans cette église de Jonchery, quartier général de la 5e armée. Il est enterré dans le cimetière du village. Mon mari et moi, des Suipas et des Goya, originaires du secteur, avons glané quelques souvenirs et un vécu que j'aimerais partager avec vous en cette circonstance et en quelques mots. En Champagne, à l'époque, les soldats de différentes nationalités ont combattu sur ce front où des combats violents et acharnés firent énormément de victimes. En témoignent les nombreux cimetières qui nous environnent. Cimetières français, allemands, russes, polonais et d'autres nations dans le secteur de Verdun. Comme le démontre également la présence des différents monuments dans notre région, ceux-ci sont les témoins d'un passé douloureux dont nous nous souvenons. Dans chaque village, les monuments perpétuent cette histoire conflictuelle sur nos terroirs. C'est l'occasion peut-être de redécouvrir l'expression qu'ont voulu donner les créateurs de ces œuvres, telle la jeune glaneuse de Suippes, que je vous invite à regarder de temps en temps. Le monument de Navarin, avec ses 3 combattants montant à l'assaut. Les différentes stèles, le monument des caporaux de soins, originaires de Normandie, fusillés pour l'exemple. Le monument américain à soins, le monument cimetière de la 28e brigade du Père Doncoeur sur le territoire de la ferme des Ouacs et beaucoup d'autres encore. En plus des douleurs effroyables éprouvées par les familles, tous ces combats acharnés ont laissé des traces profondes. Plusieurs villages ont été complètement détruits, d'où
la création du camp militaire de Suippes, 13 500 hectares, entraînant de ce fait la suppression de plusieurs villages. Cependant, le souvenir de ces villages disparus demeure, car leurs noms ont été ajoutés à ceux des villages qui nous environnent. Ainsi, on connaît Soins, Perte-les-Hurlus, Sompy, Tahur. Tous ces villages ont gardé le souvenir de ces villages qui ont disparu. Les églises ont également beaucoup souffert durant ces combats. Une anecdote toutefois, telle la belle histoire du coq de l'église de Soins. Mais ça n'est pas l'objectif aujourd'hui de vous le dire, mais j'aimerais un peu plus tard, on en reparlera. Une belle histoire, ce coq de Soins. Certainement que certains d'entre vous la connaissent. J'aurais dit, si vous voulez voir le coq, il est au musée de Soins. Le monument érigé par la ville de Suippes à la mémoire des 4 caporaux de Soins, jugés ici même dans la salle de la mairie le 16 mars 1915 pour avoir refusé de monter au combat. Ce monument est implanté sur le côté du corps de garde où furent enfermés ces militaires en attendant leur jugement. Nous sommes le 10 mars 1915. Théophile Maupas, 40 ans, marié, 2 enfants. Louis Le Foulon, 30 ans, marié, 1 enfant. Louis Girard, 28 ans, marié, 1 enfant. Et Lucien Lechat, 23 ans, célibataire, tous originaires du département de la Manche et caporaux au 336e régiment d'infanterie, sont épuisés par les incessants violents combats et les pertes subies dans le secteur du Moulin de Soins. Ils refusent de sortir des tranchées pour attaquer une nouvelle fois les Allemands. Leur chef, le général Révélac, exige sur le champ des sanctions pour l'exemple. Le 16 mars, ils comparaissent devant un tribunal militaire dressé à Suippes qui les condamne à la peine de mort. Le lendemain, à 13h, ils sont fusillés par leurs camarades du 336e à la butte de tir de la ferme de Suippes, devenue après la guerre nécropole militaire. Sans attendre, la veuve de Théophile Maupas, Blanche, institutrice comme son mari, engage alors un long combat pour obtenir la réhabilitation de son époux et celle des 3 autres fusillés. Cela durera près de 20 ans. Entre-temps, le 9 août 1923, le corps de son époux sera inhumé dans le cimetière de Sartigny, département de la Manche, où Blanche a été mutée, tandis que les autres seront rapatriés dans leur cimetière familial. Louis Girard est le seul qui restera en terre marnaise dans le cimetière de Suippesville. Le 20 septembre 1925, sur la tombe de Théophile, est érigé un monument commémoratif aux caporaux de Soins. Il faudra attendre un arrêté du 3 mars 1934 pour que les 4 fusillés soient enfin réhabilités. Leurs épouses recevront le franc symbolique au titre de dommages-intérêts et auront le droit de percevoir leur pension de veuve de guerre. Blanche mourra à Avranches en 1962. Elle est enterrée à Sartilly, à côté de Théophile. Une rue et une école portent son nom. Au Cheffresne, où les époux Maupas avaient enseigné avant la guerre, la cour de leur ancienne école devenue mairie a reçu le nom de place Théophile Maupas.